Super, bah écoutez, on va pouvoir enchaîner du coup sur la deuxième table ronde. Donc après avoir parlé des méthodes substitutives, là l'idée c'est de donner un peu un aperçu déjà de l'état des choses en termes d'expérimentation animale en France, de comparer aussi avec ce qui se passe dans d'autres pays européens ou extra-européens, et de réfléchir un petit peu aux améliorations qui peuvent être amenées, au-delà d'un débat purement éthique sur pour ou contre l'expérimentation animale, ce qui n'était pas l'objet d'aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander votre attention, s'il vous plaît? Merci. Du coup, donc là aussi, j'ai 4 intervenants avec moi. Donc Nicolas Bureau, qui est responsable des affaires publiques pour la Fondation Droit Animal Éthique et Sciences, donc la LFDA. Audrey Jougla, qui est présidente d'Animal Testing. André Ménache, conseiller scientifique pour Antidote Europe. Et Georges Chapoutier, qui est notre caution scientifique aujourd'hui, donc qui est neurobiologiste, philosophe et directeur de recherche émérite au CNRS. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que ça vous convient comme présentation? Je dis que je représente aussi la FDA avec Monsieur Bureau. Je suis pas ici ex-CNRS. Alors, du coup, pour mettre un peu en contexte le débat, est-ce que, par exemple, Audrey, tu viens me parler aujourd'hui, combien d'animaux sont utilisés dans l'expérimentation en France? On parle de quelles espèces et dans quelles proportions? Oui, donc en fait, il faut savoir qu'on est sur des chiffres qui sont extrêmement stables et c'est ça qu'il faut retenir, je pense. C'est-à-dire que malgré tous les discours qu'on entend sur le changement de mentalité, voilà, enfin, ou les efforts qui sont faits pour remplacer les animaux, ça fait 20 ans que les chiffres sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que dans l'Union européenne, il s'agit de 12 millions d'animaux de laboratoire chaque année. En France, c'est 2 millions. Et en fait, on ne bouge pas de ces proportions-là. Donc ça, c'est très important de l'avoir en tête. C'est d'une étonnante stabilité et c'est presque proportionnellement inverse par rapport à tous les discours qu'on entend sur la réduction du nombre d'animaux. Donc on est sur 12 millions d'animaux en Europe, 2 millions en France chaque année, pour des animaux qui sont utilisés dans des procédures terminées. Et donc l'immense majorité, c'est des rongeurs. Comme chacun peut l'avoir en tête, des lapins aussi, et ensuite d'autres animaux auxquels on peut penser beaucoup moins, mais qui sont aussi présents. Et en fait, c'est tous les animaux, sauf les grands singes. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire des expériences sur des gorilles, parce que la directive européenne l'interdit pour des raisons morales. Et ça aussi, c'est important de le savoir. Donc, tous les animaux, toute espèce confondue, poissons, oiseaux, etc. Pas de grands singes, mais d'autres primates, et principalement des rongeurs. Voilà, c'est un panel un peu que chacun ait en tête cette image-là. Et si on parle des différents types et des différents degrés de souffrance impliqués, est-ce qu'on peut avoir un peu un panorama? Alors n'hésitez pas à intervenir toutes et tous. Hein. Voilà, aujourd'hui comment ça se passe et voilà. Donc, il y a 4 types de classes de sévérité, légère, modérée, sévère, sans réveil, sans rentrer dans des détails qui seraient choquants ou désagréables, en tout cas pour vous. Il faut savoir que les expériences de la classe modérée sont quand même difficilement supportables physiologiquement. C'est-à-dire que vous n'aimeriez pas du tout être à la place des animaux concernés par ces expériences. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la classe de sévérité modérée, en tout cas, représente une grande partie des animaux. Et en fait, si on cumule les expériences modérées et les expériences de sévérité sévère, qui là sont quasiment intolérables, et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que ça concerne, on arrive quand même à une majeure partie des expériences, c'est-à-dire qu'on est sur un pourcentage d'à peu près 70%. 64-70% des expériences regroupent ces deux catégories, modérées et sévères, qui sont des expériences très difficilement supportables pour nous, voire insupportables pour nous si on était à la place des animaux. Donc, je ne parle pas non plus des sans-réveil qui évidemment nécessitent en fait, en tout cas l'animal ne se réveille pas de l'expérience. Donc ce qu'il faut voir c'est ça, c'est qu'en fait la catégorie la plus faible ce sont les expériences de sévérité légère.
pourtant, le discours qui est projeté quand même assez globalement par la recherche est de dire « regardez comme tout va bien », puisque la classe de sévérité modérée, tout va bien, et sévérité légère, en fait, ils regroupent ces deux-là pour dire que c'est pas, voilà, ça représente une majorité. Donc, se méfier aussi de la lecture qu'on peut avoir des statistiques, c'est très important. Et qu'est-ce qu'on met derrière ces statistiques? Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec l'association Animal Testing, de montrer en fait à quoi correspondent les chiffres, clairement. Quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus? Alors là, du coup, tu parlais de la souffrance impliquée par les expérimentations elles-mêmes. Mais il y a d'autres facettes de l'expérimentation qui peuvent impliquer des souffrances. Là, il y a la question de l'hébergement, du transport, etc. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer là-dessus? Vas-y, Nicolas. Allô? Oui. Donc oui, c'est vrai que je pense que beaucoup de gens, quand on parle d'expérimentation animale, on l'image de l'expérience en elle-même avec la piqûre, mais les questions relatives au bien-être animal dans l'expérimentation, dans ce qu'on appelle les animaux utilisés à des fins scientifiques, elles ne s'arrêtent pas à cet acte-là. Parce que un protocole d'expérimentation, ça nécessite qu'on héberge les animaux, qu'on les transporte, il y a aussi des questions de sociabilisation, de stimulation, etc. Je prends un exemple, mais les conditions d'hébergement, par exemple, les animaux sont souvent gardés dans des environnements qui sont stériles, qui sont assez monotones. Ça peut entraîner chez les espèces des troubles du comportement. On peut avoir des situations où on a des espèces qui sont, par exemple, typiquement la souris, c'est un animal qui est très curieux, qui est très actif. Et quand on a une souris avec une structure qui n'est pas très enrichie, ça veut dire qu'il n'y a pas de tunnel ou pas beaucoup de tunnels, il n'y a pas de roues, enfin tout ce que vous pouvez imaginer quand vous voyez une souris dans une cage avec l'enrichissement de cette cage-là. On peut avoir des animaux qui développent des troubles comportementaux. Il y a la question du transport, comme je disais. Et là, on retombe sur des problématiques pour les personnes, celles et ceux qui peuvent connaître ça, sur les problématiques du transport pour les animaux d'élevage. En fait, on a un peu la même situation où on a clairement des problématiques qui ne sont pas suffisamment prises en compte par le droit sur ces questions-là. La sociabilisation, la stimulation, on a des animaux qui sont souvent, même quand il s'agit d'espèces sociales, qui sont gardées, qui sont isolées pour des questions logistiques. Et pour des espèces sociales comme les primates, les rats, les cochons, etc., on peut se retrouver avec des situations où les animaux développent des troubles anxieux, de la dépression aussi, parce qu'il n'y a pas que les animaux, pas que les humains qui peuvent développer ce genre de choses. Voilà, c'est un peu le tour, mais je pense garder en tête qu'il n'y a pas que l'acte de la piqûre, ou en tout cas ce qu'on a, l'image d'épinal, enfin pas d'épinal du tout, mais l'image de l'expérimentation animale, c'est aussi tout ce que ça implique dans tout ça. Est-ce que Georges voulait intervenir aussi? Oui. Juste pour rajouter un point, l'écrasante majorité des animaux utilisés, c'est les rats et les souris. Et effectivement, comme tu l'as fait remarquer, ça serait pas très compliqué de leur donner un petit peu plus d'environnement enrichi, un petit peu plus de socialisation, parce que les souris qui sont maintenues souvent à l'isolement. L'effort serait modéré pour améliorer, à mon avis, considérablement le statut de maintenance de ces animaux. Alors, je parle de la maintenance. Maintenant, effectivement, il y a la question de l'expérimentation même, qui pose beaucoup d'autres problèmes aussi. Je rappelle aussi, c'était implicite évidemment, que l'écrasante majorité des animaux utilisés dans les laboratoires sont des animaux sentients, c'est-à-dire qui ont la conscience de leur douleur. Ça pose une vraie écrasante majorité des rats et des souris. Alors, dernier problème qu'on peut évoquer aussi, on a parlé de la qualité de la vie des animaux durant l'expérience. Il y a des efforts qui sont faits probablement insuffisants. Il y a le problème de la réhabilitation. Est-ce qu'après les avoir utilisés, on peut imaginer qu'ils mènent une vie paisible? Alors ça, il y a des efforts qui sont faits et méritoires en ce qui concerne les gros animaux, chats-chiens. Heureusement, il n'y a plus beaucoup de chats-chiens dans l'expérimentation. Pour les souris, vu le nombre d'animaux qu'il y a, ça paraît très difficile. Donc ça pose un problème que je n'ai pas la solution.
Oui, sur la réhabilitation d'ailleurs, dans les livrets, c'est dans les livrets qu'il y a un lien vers les questions écrites et tout ça. Vous trouverez une question écrite sur le sujet de la réhabilitation. Pour développer un petit peu la réhabilitation, c'est le fait, qu'est-ce qu'on fait des animaux après les procédures? Parce qu'effectivement, dans l'immense majorité des cas, ils sont alors soit euthanasiés, soit ils se réveillent pas parce que c'est des procédures dont parlait Audrey tout à l'heure, soit ça marche pas, etc. Enfin, il y a très peu de situations où ils sont réhabilités, donc où ils sont envoyés dans des structures ou des foyers qui peuvent, alors on parle de chiens et de chats typiquement par exemple, mais pas que, où ils peuvent avoir une seconde vie. Et donc il y a ça c'est possible, c'est prévu par le droit, c'est pas suffisamment connu, c'est pas suffisamment encadré, et c'est un sujet qui paraît compliqué, mais en fait qui peut être assez facilement délimité pour faire des progrès, pour financer des programmes en matière de réhabilitation, etc. Sur la question de l'enrichissement, c'est un manquement de la législation ou c'est juste qu'il n'y a rien qui est prévu sur le sujet? Simplement parce que les chercheurs s'en préoccupent pas. Je veux dire, c'est un défaut d'application de la législation ou c'est juste que la législation ne parle pas de ça? Non, non, pas du tout. C'est un problème qui n'est pas pris en compte. Alors qu'il ne serait pas très compliqué de donner aux souris quelques petits... ça se fait que pour les souris domestiques, hein, pour jouer, etc., etc., la complication serait relativement mince. Hein, mais ça n'intéresse pas les gens. C'est un problème qui ne se pose pas, qui n'a pas été posé. Alors, par rapport à ces questions, donc le nombre d'animaux, la sévérité des souffrances infligées, la question de la souffrance impliquée par les aspects connexes à l'expérimentation elle-même, comment est-ce que la France se positionne par rapport à d'autres pays, que ce soit en Europe ou ailleurs? Je dirais que la France est le pire élève de toute l'Union européenne. Je dis pas ça parce que je suis belge. Et petite précision, 2 millions d'animaux sont utilisés dans des expériences par an, mais 2 millions d'autres animaux sont gardés en stock. C'est-à-dire, ils ne participent pas directement dans les expériences, mais la majorité seront tués. Donc c'est 4 millions d'animaux par an. Cet aspect-là qui est très important, on va y revenir. Et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a bien caché ce données pendant beaucoup de temps. Et ça va commencer à choquer les Britanniques aussi, parce que chez eux, ça va arriver à 5 millions d'animaux. 2,5 millions, plus 2,5 millions. Alors pourquoi je dis la France est le pire élève de tous les États membres de l'Union européenne? Dans certains domaines où on peut remplacer les animaux par des méthodes substitutives, en particulier quand on utilise les animaux en tant qu'usine pour fabriquer des anticorps ou en tant qu'éprouvettes vivantes, par exemple l'utilisation des lapins dans la pyrogénicité. Alors en 2022, on a utilisé en France 9000 lapins en tant qu'éprouvettes vivantes, alors qu'au Royaume-Uni, 0. Donc c'est assez choquant. Est-ce que tu peux bien expliquer le terme pour que tout le monde... Le terme, donc, c'est tout médicament qui est fabriqué peut contenir des impuretés qui peuvent provoquer de la fièvre. Et donc il y a des méthodes aujourd'hui très performantes pour détecter ces pyrogènes, ces substances qui sont capables de provoquer de la fièvre. Mais on peut utiliser l'ancienne méthode, c'est les lapins. Et donc la France est vachement en arrière par rapport à tous les autres pays. Et je vais juste citer encore un exemple qui est également choquant. L'utilisation des souris pour fabriquer des anticorps monoclonaux, soit dans la recherche, plutôt dans la recherche fondamentale. Et là aussi, la France est le pire élève. Alors, en 2022, 40 000 souris. Et c'est une procédure sévère. Sévère, ça veut dire que ça peut provoquer la mort de l'animal. C'est pas sévère, ça fait mal. Ça peut provoquer la mort. Donc, 40 000 en France, en Allemagne, 1000. Au Royaume-Uni, 0. Donc, juste pour vous donner une idée, pourquoi je pense qu'il est temps également d'avoir au moins une mission d'information sur ce sujet, pour éveiller les gens, pour informer les élus, la société, etc. Merci. Je crois qu'Audrey, tu voulais aussi parler de la question de la culture. Oui, il y a quelque chose dans ce débat très scientifique qu'on oublie souvent, en fait. C'est la question culturelle, mais qui est pourtant essentielle. C'est-à-dire qu'en France, on est le pays de Descartes, de Malebranche et de Pasteur. Et c'est fondamental si on veut comprendre l'expérimentation animale. C'est-à-dire que si on passe à côté de ça, on ne comprend pas pourquoi il y a autant de réticence à se passer du modèle animal. Et on ne comprend pas non plus pourquoi le paradigme, en fait, de l'animal est devenu aussi imposant
opposant, enfin pourquoi c'est devenu ce paradigme-là qui a pris le pas sur tous les autres. Mais simplement parce que philosophiquement et scientifiquement, en fait, il faut pas oublier que on est justement ce pays où on a une rationalité qui a été portée, donc je cite Descartes et Malebranche parce qu'ils ont été très importants dans le fait de porter justement la vivisection, et aussi la victoire de Pasteur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, simplement pour faire un petit rappel historique, au moment où on avait une lutte anti-vivisectionniste, je vais réussir à le dire, qui était importante, en face, il y avait un combat avec justement les pro-Pasteur en fait. Et c'est Pasteur qui a gagné, je le résume à l'extrême, mais c'est un peu ça qui s'est passé dans les mentalités. Et donc ça a réduit à néant et ça a complètement discrédité en fait les opposants à la vivisection. Mais par effet de balancier un peu stupide en fait, on est parti dans une direction extrêmement radicale, où on est passé sur un modèle qui a été de faire du tout animal, et donc jusqu'à l'absurde en fait, c'est-à-dire qu'on a des expériences absurdes qui sont faites sur les animaux qui n'ont aucun sens, ni pour l'humain, ni pour la société, ni pour aucune visée philanthropique. Et donc ça, on l'a un peu oublié parce que en effet, c'est le modèle animal qui a gagné, et donc culturellement, c'est pas que scientifique, c'est aussi une histoire de culture. Et ça, c'est important de comprendre que si aujourd'hui on est un pays qui est en effet un mauvais élève par rapport à ça, c'est aussi parce qu'on est le berceau de la vivisection en fait en Europe, en plus d'être un grand pays de recherche. Donc ça cumule en fait des facteurs qui sont des facteurs mous, si je puis dire, mais qui pèsent énormément sur les mentalités et sur la noblesse qu'a acquis l'expérimentation animale dans la recherche. C'est-à-dire qu'un chercheur qui réussit, c'est un chercheur qui aussi passe sur le modèle animal. Et si c'est un chercheur qui travaille sur des souris, c'est un petit prestige. S'il travaille sur des primates, c'est un grand prestige. C'est presque la logique du trophée de chasse, si vous voulez, qui a été appliquée à l'expérimentation animale dans les mentalités de recherche. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête pour comprendre pourquoi on a cette aversion au changement aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais abonder dans le même sens. Oui, on a beaucoup de mal en France et dans les pays méditerranéens, en gros, à se passer du modèle cartésien, Malebranche, de l'animal-machine. On est encore même tous très influencés par ça. Et donc, bien sûr, il faut essayer de s'en débarrasser petit à petit. Ça vient, et c'est pas un hasard si les lois en faveur du respect de l'animal, dans l'expérimentation ou ailleurs, nous arrivent du nord de l'Europe. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a une directive européenne pour la recherche scientifique, sur laquelle on peut faire quelques réserves, mais qui est déjà un premier pas vers quelque chose. Elle vient de l'Europe. Et donc la France a un certain mal à s'y adapter. On est encore resté très, entre guillemets, post-cartésien, et c'est très malheureux. Du coup, vous faites la transition parfaitement pour la question d'après, qui était justement comment est-ce que la législation encadre l'exploitation animale en France, et en l'occurrence en France et en Europe, parce que c'est très lié, même s'il y a des pays européens qui sont plus ambitieux que la France, et je pense notamment à l'Italie, à l'Autriche, etc. Est-ce que vous avez des informations à nous donner ? Oui, donc effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de la directive 2010-63, directive européenne, qui traite de la plupart des sujets qui nous intéressent ici. Comme c'est une directive, ça unifie pas tout le droit en Europe, ça harmonise, et ensuite, à charge des États membres, ça fixe des objectifs. À charge des États membres, par des règles de transposition au niveau national, de transposer cette directive. En France, on l'a fait, et aujourd'hui, on a quelques lois et quelques arrêtés sur la question. Donc, il y a la question des 3 R qu'on a traité aussi. Il y a une question en France qui est la question des comités d'éthique, parce que pour vérifier que les projets, parce que c'est quand même très encadré, alors pas suffisamment probablement, mais c'est assez encadré, pour n'importe quel projet utilisant des animaux ne peut pas être accepté. Pour ça, il faut qu'il soit autorisé, validé par un comité d'éthique, et ensuite, ce projet pourra être autorisé par le ministère. Et il y a des questions qui se posent quant à l'organisation, la composition de ces comités d'éthique. En France, il faut, dans un comité d'éthique, qui est ce qui s'appelle les compétences, donc 4 compétences plus une personne étrangère à ce milieu-là. Il faut une personne qui soit en charge de la conception des protocoles expérimentaux sur les animaux, une personne en charge de l'expérimentation elle-même, enfin du fait de faire l'expérience, une personne chargée des soins aux animaux ou de la mise à mort, et une personne qui est une vétérinaire ou un vétérinaire, et donc une personne en plus qui est extérieure à ça. Dans la composition même, telle que le prévoit le droit aujourd'hui, on voit qu'il y a peut-être un petit déséquilibre, parce que
parce que les personnes qui sont dans le comité d'éthique et qui vont être amenées à décider de la validation ou pas d'un projet utilisant des animaux, d'un projet scientifique utilisant des animaux, sont elles-mêmes alors pas celles qui décident de ce projet-là, parce que ça c'est pas possible, heureusement, mais décident de projets de manière générale. Et donc on a le côté assez classique pour plein de sujets où on va avoir des gens qui sont choisis parce que ils ont cette compétence-là, parce qu'ils connaissent bien le sujet, parce qu'ils travaillent là-dessus, mais en même temps ils ont peut-être des biais. Enfin, en tout cas, on peut se poser la question de savoir s'ils n'ont pas des biais en faveur-là. Il y a un deuxième sujet qui est le fait que, alors, en France, Il y a des pays dans lesquels ça se passe différemment. Oui, parce que ça, c'est justement comme c'est pas unifié au niveau européen. Chaque pays, alors j'ai pas la liste des procédures précises à chaque fois dans les pays, mais ça, c'est vraiment franco-français, cette manière de faire. Il y a le côté aussi où il y a 83, si je ne m'abuse, aux dernières nouvelles, comités d'éthique en France. Je vérifie, on est d'accord, quelque chose comme ça, 83. Et ces comités d'éthique sont reliés à des institutions, à des centres de recherche. Et ils sont amenés à contrôler les projets qui sont faits dans ce cadre-là, dans le cadre de ces centres de recherche-là. Ce qui fait qu'il y a encore une fois un côté où on peut se poser des questions sur l'indépendance. C'est pas pour mettre en cause de manière générale l'indépendance de tous les comités d'éthique, mais en tout cas, le système fait qu'en France, c'est comme ça. Il y a alors le Comité national de réflexion sur l'éthique de l'expérimentation animale, qui est un organe consultatif, a rendu un avis en 2022 pour souligner justement l'incongruité de cette situation. Ce qui, de toute façon, une incongruité qui a été relevée par les associations depuis longtemps. Voilà, donc ça c'est une spécificité française, peut-être pas, parce qu'il y a d'autres pays où peut-être il y a des choses rapprochantes, mais c'est un point assez intéressant d'un point de vue juridique. Je veux juste rajouter un mot. Oui, dans les pays scandinaves, les comités d'éthique sont 50% représentants du grand public, 50% scientifiques, etc. Et le président du comité d'éthique est normalement un ex-magistrat ou quelqu'un de droit et pas un scientifique. Petite précision. Alors, j'ai siégé au sein d'un comité d'éthique en Suisse, pas en France, parce que je sais pas, en France, on ne veut pas que je siège. Je sais pas. En tout cas, je connais pas mal d'astuces des chercheurs. Donc, le chercheur, pour justifier son projet d'utilisation des animaux, il va dire « J'ai respecté le R de réduction, je vais utiliser 100 rats au lieu de 120 rats en utilisant des manipulations biostatistiques. » Donc, OK, il a coché la case pour la réduction. Raffinement, je vais donner une piqûre antidouleur 2 à 3 fois par jour au rat pour diminuer la souffrance. J'ai coché la case du raffinement. Pour le remplacement, eh bien, je veux étudier un médicament contre le cancer chez les rats. Je ne peux pas faire ça dans les cultures cellulaires humaines, donc je suis obligé d'utiliser des rats. Et si je pose la question aux chercheurs, mais est-ce que vous pouvez me donner des preuves comme quoi le rat est un modèle prédictif de l'homme? La réponse est, vous dépassez votre mission en tant que membre du comité d'éthique. Je vous ai expliqué, je vous ai démontré que j'ai respecté les 3 R. La directive ne met pas en question la validité du modèle animal. Donc même quelqu'un dans ma situation ne peut rien faire. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un chèque en blanc. Quasiment tous les projets sont autorisés en France, comme en Suisse, comme dans la plupart des pays. C'est très très rare qu'on refuse un projet. Merci. Si je comprends bien, il y a à la fois pour toi la directive est insuffisante et en plus mal appliquée, mal respectée, quoi. Est-ce que c'est un peu votre analyse aussi Deux choses. Bon, la directive, elle est un peu insuffisante. Oui, il y a des choses qui sont pas. Par exemple, on respecte les mammifères dans le dernier tiers de la gestation, mais pas les oiseaux qui sont des animaux de structure intellectuelle équivalente, etc. Il y a des corrections qu'on pourrait faire. Je dis, la directive, elle a le mérite d'exister. Non, moi, je voulais revenir sur autre chose qu'on a évoqué à la précédente table ronde, et qui me paraît toujours essentielle, en particulier quand on a des chercheurs qui cherchent à développer des thèses de parade, si j'ose dire, pour contrer les arguments humanitaires. C'est la formation. Je pense, on en a parlé tout à l'heure, il faut absolument former les chercheurs. En France, je maintiens, les formations, il y en a un certain nombre, sont totalement insuffisantes, sur le plan éthique en particulier. Elles visent à former la qualité manuelle des chercheurs, etc. Sur le plan éthique, dans ces formations, c'est une catastrophe, en d'autres termes. On n'arrivera probablement pas
à tout faire par la formation. Mais déjà, si les chercheurs se rendent compte qu'ils ont des animaux sentients devant eux, on aura fait un gros progrès. J'ai entendu dans les laboratoires, je n'en ai pas d'exemple, mais des choses abominables, absolument abominables. Un exemple quand même, si vous voulez. Non, c'est pas la peine de donner à boire aux souris le samedi, puisqu'on va les tuer le lundi. Etc., etc. Des choses comme ça, j'en ai entendu des tonnes. Hein. Donc, la formation des chercheurs me paraît une chose essentielle, et je voulais insister là-dessus. Audrey, par rapport à la directive, tu avais des choses à souligner. Il me semble que toi, c'est surtout l'application qui te posait question plus que le. Oui, c'est-à-dire que nous, on revoit nos exigences à la baisse de plus en plus, hein, évidemment, parce qu'on se dit déjà, bon, on se contente, si vous voulez, déjà de ce qui est faisable et possible. Et c'est vrai que cette directive, comme vous le dites tout à fait justement, elle a le mérite déjà d'exister. Si seulement elle était déjà correctement respectée, on serait peut-être un peu content. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'on peut, pour donner un exemple, mentionner la faible part des contrôles inopinés, c'est-à-dire que contrôler les laboratoires dans l'application justement de la directive, ce serait ça paraît aller sous le sens en fait. On peut se dire voilà, la règle est celle-ci, tout le monde est d'accord pour la respecter, il va y avoir des contrôles pour vérifier ça. Bon, pour que ces contrôles aient du sens, il faut qu'ils soient inopinés parce que sinon, on a eu des témoignages, nous-mêmes en tant qu'association, on a eu des lanceurs d'alerte qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait quand il y avait une visite d'inspection. Il y a aussi des visites d'inspection qui ont lieu en visio. Il y en a qui sont partielles, il y en a qui regardent tout sauf le bien-être animal. Donc, on les a les rapports d'inspection, donc c'est pas des propos dans le vent. Hein. On a vu ce qui se faisait. Donc en effet, les contrôles inopinés, ce serait quelque chose d'absolument fondamental pour avoir une crédibilité et un respect déjà de cette directive qui existe et qu'elle mérite d'être ce qu'elle est. Donc ne serait-ce que ça, voilà, avant de révolutionner la directive européenne, déjà correctement l'appliquer et contrôler de manière inopinée le laboratoire, ce serait déjà très bien par exemple. Et je rebondis, je vais faire mon juriste pénible comme d'habitude. Donc il y a la question de la directive, il y a la question de l'application, mais on est dans le cadre d'une directive, donc on est dans le cadre d'un instrument juridique qui fixe des objectifs avec une transposition au niveau national. Donc, comment dire ? Dans le cadre d'un règlement, on peut un peu se défausser sur l'exécution d'un règlement au niveau national et donc sur les services de l'État pour le manquement à bien respecter les obligations de l'État. Dans le cadre d'une directive, c'est un peu différent et en fait, le législateur peut avoir un rôle à jouer aussi parce que la transposition, ça peut passer par des lois et la France a une certaine marge de manœuvre parce que, encore une fois, les directives, ça fixe des objectifs. Donc, il faut se dire que, et je dis ça parce qu'ici, il y a des politiques, des députés, des sénateurs, des sénatrices, enfin, des collaborateurs, collaboratrices, on peut aussi agir, enfin, le législateur peut aussi agir, et c'est pas seulement une histoire d'exécution en tant que l'exécution qu'on entend, les services de l'État qui font mal leur travail, etc. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait aussi chercher à limiter le nombre d'animaux utilisés en jouant sur l'efficience et donc, notamment, Audrey, je sais que tu as une proposition à mentionner. Oui, mais comment ? Pardon ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que par rapport aux marges de manœuvre, de progrès qu'on peut faire, donc en effet, les contrôles inopinés, c'est pour le bien-être animal. En tout cas, on va parler de moins mal-être animal, parce que parler de bien-être pour les animaux de laboratoire, c'est quand même une blague, pardon. Et en fait, c'est vrai que pour améliorer les choses, il y a quand même cette dimension-là qui est de dire on pourrait éviter des expériences redondantes. Parce que aussi incroyable que cela puisse paraître, aujourd'hui, il y a encore des expériences qui sont des doublons en fait. Donc là, on se dit, attendez, il y a des doublons, mais comment se fait-il ? Oui, parce qu'il n'y a pas forcément de partage de résultats négatifs, en fait, des expériences. C'est-à-dire que en toute bonne foi, il n'y a pas de malignité ou de mauvaise intention derrière ça. En toute bonne foi, en fait, certains chercheurs font des expériences qui ont déjà eu lieu. Simplement, ils n'étaient pas au courant, pour le dire un peu trivialement. Et donc, en fait, dans ce partage des résultats négatifs, tout le monde aurait à y gagner en fait. Et en effet, quand on voit les essais cliniques qui ont lieu sur l'humain, c'est un prérequis. C'est-à-dire que pour les essais cliniques sur l'humain, le partage des résultats négatifs doit être fait, doit avoir lieu. Donc pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas pour les animaux ? Enfin, je veux dire, on le fait déjà pour l'humain. Donc, il y a des choses en fait à penser en termes de mise en commun des résultats, en termes de partage. Et il ne faut pas sortir l'argument de concurrence ou de problème concurrentiel parce que ce n'est pas le cas pour l'être humain. Donc, en effet, si on sort les essais cliniques de la concurrence, on pourrait aussi le faire pour les animaux. Donc, voilà, ça, c'est des idées, en tout cas des pistes d'amélioration très concrètes.
Oui, je interviens sur les résultats négatifs, c'est un thème que nous, protection des animaux, on réclame depuis longtemps. En 2003, il y a eu la naissance d'un journal de Negative Results in Biomedicine, qui visait à ça, qui visait à publier des négatifs. Et puis, il a échoué, il a fait plouf en 2017, parce qu'il n'y avait pas assez de publications, et surtout parce que le milieu scientifique, il ne suffit pas que le chercheur publie un résultat négatif, il faut ensuite qu'il soit valorisé. Si quand il arrive en commission de CRS, on lui dit « Oh là là, vous avez des résultats négatifs du balai », on retrouve la formation des chercheurs. Il faut que l'intelligence scientifique soit habilitée à comprendre l'intérêt des résultats négatifs et à les valoriser, sinon ça fera plouf comme le journal qu'on ne retrouve plus maintenant sur le net. Est-ce que vous avez des choses à ajouter tous les deux? Non. Alors, rapidement, est-ce qu'il y a certains types d'expériences qui, selon vous, devraient être tout simplement interdites? Et est-ce que c'est du coup en fonction de leur utilité ou plutôt en fonction du degré de sévérité impliqué ou les deux? Alors, je vais répondre de façon générale parce que c'est difficile à juger point par point. Bien évidemment, une expérience qui fait abominablement souffrir un animal pour un résultat scientifique minable devrait être interdite, évidemment. Seulement, qu'est-ce qui va décider ça? Le chercheur va dire « Ah, mais mon expérience, c'est génial ». Donc, il faut vraiment qu'il y ait des comités qui arrivent à délimiter ces résultats comme ça. Sur le fond, bien sûr qu'une expérience, il faut savoir peser l'intérêt scientifique et ou l'intérêt médical pour l'humanité versus la souffrance de l'animal. Ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, qu'est-ce qui va faire ce travail? Ça, c'est pas évident du tout. C'est quelque chose. Est-ce que le législateur pourrait avoir la main là-dessus? Est-ce que pour vous, c'est trop complexe? Est-ce qu'on peut pas tout simplement dire tel type d'expérience, c'est Je fini? pense que il faut vraiment, si un comité intervient là-dedans, il faut un comité qui comprend des chercheurs compétents, mais en même temps intéressés par le respect de l'animal. C'est pas toujours facile à trouver. Ça vient, il paraît que dans les jeunes générations maintenant s'intéressent davantage aux animaux, et tant mieux. Mais il faudra trouver, pour juger d'une chose comme celle-là, il faut vraiment quelqu'un qui ait la double formation, qui voit l'intérêt scientifique et médical, mais qui voit aussi la souffrance animale. Parmi les progrès, en tout cas les leviers possibles par rapport à l'évolution des mentalités, on comprend assez aisément que les chiens et les chats fassent partie des catégories d'animaux sur lesquels il pourrait y avoir un consensus. C'est-à-dire que assez facilement, la population pourrait avoir ce consensus de dire voilà, tout comme les grands singes ont été exclus du statut de cobaye, on pourrait exclure les chiens et les chats. Alors, non pas pour des raisons morales cette fois-ci par rapport à leur proximité avec l'homme, parce que sinon les cochons arriveraient aussi très rapidement derrière, mais plutôt pour des raisons de proximité affective. Et donc, en effet, l'opinion pourrait être tout à fait réceptive à extraire certaines catégories d'animaux, et peut-être que il faut commencer par là, parce que l'autre problème, c'est que sinon, on catégorise par utilité commerciale, c'est-à-dire produits ménagers, cosmétiques, etc. Et là, c'est un peu plus compliqué, parce que les expériences ne répondent pas en fait à ces catégories-là. On est sur de la toxicologie, etc. Et donc, on ne peut pas avoir ces catégories. Mais peut-être que les animaux domestiques pourraient faire l'objet, en tout cas, d'un consensus. Je voudrais juste rajouter, il y a un projet en cours actuellement à laquelle l'Union européenne participe, 21 millions d'euros, pour voir si on peut remplacer l'utilisation des singes avec des mini-porcs. Alors, au lieu d'utiliser cet argent, d'investir cet argent pour justement perfectionner les organes sur puce, le foie sur puce, qui est déjà très très performant, on va dépenser 21 millions d'euros pour essayer de voir si on peut remplacer le singe avec le mini-porc. Alors on est déjà séparé du singe par 25 millions d'années d'évolution. Ils ont des systèmes physiologiques très différents à les nôtres. Et alors on va essayer de remplacer le singe par un mini-porc qui est séparé de l'homme par 86 millions d'années d'évolution. Nous avons envoyé un courrier à tous les participants de ce projet pour leur demander comment est-ce qu'on a autorisé un tel projet. Alors j'ai reçu une réponse et donc j'ai répliqué, j'ai posé une deuxième question. Est-ce que ce projet a été autorisé par tous les comités, tout se passe bien? J'ai posé la question, est-ce que vous pouvez m'envoyer la composition de ces comités, y compris leur CV, et il y a un document de conflit d'intérêts qu'il faut remplir également. Donc, j'attends toujours cette réponse-là, mais j'espère que je vais la recevoir. Merci. Par rapport à la question des espèces, quelque chose que j'ai découvert en discutant avec toi, c'est que en fait, l'expérimentation animale a encore aujourd'hui un impact sur la biodiversité. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Est-ce que tu veux développer un petit peu là-dessus? Alors, oui,
dans les années 50-60, les États-Unis ont massacré, plutôt ils ont prélevé tant de macaques de l'Inde que l'Inde a dit stop. Ils ont dit stop, vous décimez les populations. Aujourd'hui, même le macaque crabier dans certaines régions est en danger d'extinction. Et donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on veut remplacer le singe avec les mini-porcs. Parce que les mini-porcs, on peut les élever, tandis que les singes, il faut les prélever dans la nature, etc., etc. Oui, tout à fait. Là, ça se comprend pour une question de préservation des espèces. Ceci dit, sur le niveau de la sentience, moi, je maintiens que le porc et le macaque ont des sentiences très comparables. Merci à vous. Alors, je vois que le temps passe très rapidement. Juste pour conclure, est-ce que Nicolas, tu veux nous parler un petit peu de la perception du personnel politique de ces questions-là? Comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, on voulait avoir un intervenant à cette table ronde politique, enfin notamment quelqu'un de l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, et on n'a pas réussi. Et on sent bien que c'est un sujet qui fait un peu peur parce que c'est très complexe, très technique. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, bah, c'est ce que tu dis. C'est ma perception. Ma perception, c'est bon, pour la LFDA, mais avant dans d'autres cadres, j'ai travaillé auprès des politiques dans un peu tous les sujets de la condition animale. Donc, c'est un peu de là que je viens et je vais comparer avec d'autres sujets aussi. C'est un sujet qui est perçu comme très technique. Tu le disais tout à l'heure, tu le redis là. Je pense alors, à raison, évidemment, c'est très complexe. Ça peut devenir moins complexe quand on commence à avoir des sujets un peu plus spécifiques, parce que dès qu'on a des sujets spécifiques, comme par exemple les méthodes non animales ou la réhabilitation ou les comités d'éthique, on peut davantage cadrer tout ça, et donc ça devient évidemment moins complexe, et il ne faut pas avoir peur de ça. C'est un sujet qui en France, n'est pas forcément le sujet le plus clivant. Je ne vais pas dire que c'est très facile de travailler là-dessus quand on est dans la protection animale. Et que évidemment qu'il y a des filières, qui sont très très fortes et qui font pression pour qu'on n'avance pas. Mais il y a des pays, je pense aux États-Unis, je pense à la Grande-Bretagne, où l'expérimentation animale, c'est peut-être le sujet condition animale le plus clivant, ou l'un des sujets les plus clivants, et où on a un peu l'image parfois de PETA versus les industries pharmaceutiques aux États-Unis, où c'est des sujets qui reviennent régulièrement. En France, par rapport à d'autres sujets animaux comme l'élevage, comme la chasse, comme la corrida, c'est peut-être... Moi, en tout cas, je vois beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de marge de progression qui est plutôt due à une méconnaissance du personnel politique du sujet, à une perception du sujet comme étant quelque chose de très technique, évidemment aussi au poids des filières, mais ça c'est toujours le cas, mais peut-être moins que pour d'autres sujets. Enfin, voilà. Il y a aussi le côté où c'est peut-être un peu moins partisan, comment dire, pareil, quand on parle d'alimentation, végétale, typiquement, on peut, avant même qu'un vote soit fait à l'Assemblée ou au Sénat, prévoir qui va voter pour, qui va voter contre. C'est assez évident. Là, sur ce sujet-là, c'est pas aussi évident que ça, et il n'y a pas une polarisation, à mon sens, en tout cas, des politiques à ce moment-là. Ce qui fait que je vois des coalitions qui peuvent se faire sur certains sujets. Je vois des lois qui peuvent être adoptées, des amendements qui peuvent être adoptés. Voilà. Donc oui, j'aurais tendance à dire, si j'étais député, si j'étais sénateur, et que je voulais choisir un sujet et que je voulais travailler sur les animaux, et que je venais pas forcément de là, je pense que le sujet de l'expérimentation animale, il y a pas mal de choses possibles, et c'est pas suffisamment pris en compte par les politiques, alors que on peut avancer, à mon sens. Oui, et pour compléter, quelque chose qui me paraît aussi important, c'est qu'il y a un consensus aujourd'hui, c'était pas le cas il y a 10 ans, j'ai l'impression, mais en tout cas, que ce soit le lobby de l'expérimentation animale en France, le GIRCOR, a quand même beaucoup avancé en tout cas, sa communication. Avant, il s'agissait vraiment de pas toucher à l'expérimentation animale, en tout cas, c'était leur ligne. Aujourd'hui, quand on les entend dans les médias, ils défendent presque la même chose que nous. C'est-à-dire qu'ils veulent presque sortir aussi de l'expérimentation animale. De toute
toute façon, le député européen l'a écrit. Donc on est dans des feuilles de route qui s'inscrivent sur du long terme où tout le monde reconnaît qu'il va falloir sortir de toute façon de l'expérimentation animale. Après, c'est comment est-ce qu'on fait, à quel stade, à quelle marche on met en fait voilà, la hauteur. Mais en tout cas, il y a un consensus, même du côté de la recherche, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ou 12 ans encore, où c'était presque un tabou encore de parler de ça. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'un peu plus consensuel, où tout le monde se dit, bah oui, il va falloir se passer à un moment donné pour X raisons du modèle animal. Et donc, en effet, c'est quand même un sujet qui peut, malgré ses difficultés techniques, être assez porteur, en tout cas, à défendre auprès de l'opinion publique et des politiques. Est-ce que je peux juste rajouter en janvier 2019, le député Cédric Villani et la sénatrice Florence Lassarade ont organisé, sous l'égide de l'OPEX, 2 tables rondes où nous avions 6 minutes de parole chacun. Donc c'est la raison pour laquelle je reviens sur le sujet d'une mission d'information. On peut pas discuter ce sujet en 6 minutes, c'est impossible. Donc merci. Rapidement. Oui. Très rapidement, pour rebondir sur ce que dit Audrey, effectivement, le côté consensuel, on le voit par exemple, alors pour parler du niveau européen, en 2021, je crois que c'est en septembre 2021, il y a une résolution européenne qui a été adoptée au Parlement européen à la 16 septembre, à la quasi-unanimité, je crois qu'il y avait 4 voix contre, quelque chose comme ça, pour sortir du modèle animal, alors pas sortir du jour au lendemain, mais sortir du modèle animal de manière progressive, de manière pragmatique, développer les méthodes non animales, et ça montre quand même que moi, si j'étais politique, je me dirais, il y a un terreau favorable et je vais peut-être pas me prendre des volets de bois vert de partout sur ce sujet. Voilà. C'est une magnifique conclusion, merci beaucoup, puis on espère que cette discussion aura donné envie du coup au personnel politique ici de s'intéresser plus au sujet. Du coup, on va prendre les questions. Milton, pour le... Ah, bon, Hugo, tu veux distribuer le... Parce que je sais... Ah, oui. Merci. On n'a pas parlé des invertébrés. Pour le coup, ils sont absents des comptages. Ils sont absents des protections, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas au niveau des comités d'éthique, etc. Et pourtant, leur sentience est aussi, aujourd'hui, avec la déclaration de New York récente, mise en évidence. Est-ce que c'est trop tôt pour y aller politiquement? Ou est-ce que c'est un sujet qu'on peut commencer à préparer au niveau de la communication, en tout cas? Oui, pardon, on n'a pas parlé parce que l'écrasante majorité des animaux de laboratoire, c'est des vertébrés. La directive européenne protège les vertébrés avec les réserves qu'on a vues tout à l'heure, et certains invertébrés comme les mollusques céphalopodes, comme les pieuvres, qui sont très intelligents, qui ont un niveau mental comparable à celui des poissons. Alors, la question se pose pour les autres invertébrés. Et là, la question reste posée. Et ils ne sont pas protégés du tout pour l'instant. Pour l'instant, aussi bien dans la vie courante que dans la vie de recherche scientifique, on peut maltraiter un homard et on risque rien. Il y a des travaux qui suggèrent une certaine sentience chez les crustacés décapodes, notamment. La question est à l'étude. Chez certains insectes, les abeilles, par exemple. La question est complètement posée pour l'instant. Pour l'instant, je serais tenté de dire que la législation, y compris la directive européenne, s'intéresse aux vertébrés et aux céphalopodes. C'est déjà très bien, bravo. Mais la question des invertébrés reste complètement posée maintenant et il n'y a aucun texte qui va dans ce sens-là pour le moment. Et politiquement, la réponse à ta question est oui, je pense que c'est trop tôt. Parce que, disons que sur certains sujets, c'est un peu assez difficile d'avancer. Je pense aussi que ce sera peut-être pas assez porteur parce que autant on peut convaincre les gens, enfin les gens, je dis pas les gens, mais les politiques, et c'est peut-être plus facile de travailler sur certains types d'animaux, même si ça fait pas forcément sens parce que effectivement la sentience de certains insectes est démontrée. Le sujet insectes, en France, sur ce sujet-là, comme sur d'autres, comme sur l'élevage d'insectes pour l'alimentation, par exemple, ou pour les fuites d'insectes des élevages qui posent problème en matière de biodiversité, etc.,
on le prend davantage souvent sous le prisme de la biodiversité, de la santé publique, enfin de tous ces sujets-là. Mais les insectes, on est loin encore de les considérer comme des individus qui méritent de la considération, ce qui fait que sur ce sujet-là, je pense que c'est un peu trop tôt. Alors, j'ai une deuxième question ici. Si vous en avez en réserve, n'hésitez pas à lever la main que je vous identifie. Oui, seulement pour revenir aux insectes, au FC3R, on a fait une enquête nationale et on a des réponses, moins de 10% des recherches sont effectuées sur les insectes. Avec l'idée, il y a déjà des guidelines pour les comités d'éthique à ces niveaux, donc nous on réfléchit aussi. Donc ils ne sont pas abandonnés, on pense à eux aussi, parce que moi personnellement j'ai fait une partie de mon travail au Chili avec des insectes, donc je tiens à cœur ces sujets. Et ma question portait sur la scénographe. La semaine dernière, sur Le Monde, il y a eu un article sur la scénographe et des chercheurs en France réfléchissent et s'organisent pour faire sortir ce sujet qui est très avancé aux États-Unis et en Chine, sachant qu'en France, il y a besoin des transplantations. Et quel est votre avis à ce sujet? Merci. Ben, les xénogreffes, c'est une catastrophe, évidemment, parce qu'il suffit qu'un virus de porc se transforme en virus qui peut s'attaquer à l'homme ou se combiner ou recombiner avec un virus dans l'être humain pour déclencher une nouvelle pandémie. C'est de la folie pure et dure. Oui, donc moi je serais moins violent. Je pense que c'est des techniques quand même très très graves qui doivent se faire qu'au coup par coup. Il ne faut pas instituer l'idée qu'on va mettre des xénogreffes et prendre ça comme technique générale. Ça, c'est très dangereux, je suis d'accord avec toi. Maintenant, malheureusement, il y a des cas peut-être exceptionnels où il faudrait peut-être envisager la xénogreffe. En tout cas, sur ce plan du cas exceptionnel, la xénogreffe n'est pas dissociable de l'autre utilisation des animaux, dans la recherche, dans l'alimentation, etc. C'est le même problème qui se pose. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où peut-on utiliser l'animal pour le bénéfice de l'homme? Mais donc, je pense qu'effectivement, il y a les risques que tu as évoqués. Je ne peux pas exclure que dans des cas exceptionnels, on ne puisse pas sauver un humain par une xénogreffe. Donc, la question reste ouverte. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Y a-t-il une question? Je ne demandais pas cet honneur. J'en profite, on a assez peu décrit la réalité que vivent les animaux de laboratoire aujourd'hui. Ils ne sont pas présents en photo, il n'y a pas de vidéo, etc. Et je pense que c'est toutefois important, si chacun veut se faire une idée, de regarder quand même voilà, certaines des enquêtes d'animal testing, parce que nous, c'est un peu notre vocation, ou des témoignages, parce qu'on a aussi des témoignages où il n'y a pas d'images choquantes, mais en tout cas, ce sont des témoignages de personnes qui ont travaillé dans les laboratoires à différents postes, comités d'éthique ou animaliers, ce qui est très différent. Et je pense que c'est fondamental d'écouter les gens qui ont travaillé ou qui ont été dans les laboratoires ou de voir ce que vivent les animaux pour parler d'expérimentation animale, même si c'est pas très agréable. Parce que, en fait, on peut pas uniquement aborder ce sujet en ayant l'image de la souris propre, blanche, en bonne santé, avec une seringue à côté, parce que c'est pas ça l'expérimentation animale. Ça, c'est ce qu'on peut en montrer. Mais vraiment, je vous invite toutes et toutes à regarder, à vous renseigner, en tout cas vidéo ou témoignages au sein des laboratoires. Ça me paraît essentiel, on n'aborde pas la question de la même manière après, en tout cas. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Merci à vous quatre, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Et merci à tous les parlementaires, collaborateurs, élus locaux présents. Pour rappel, donc pour les parlementaires et collabs, vous avez dans le petit livret un QR code qui donne accès à des drafts de QE que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Et du coup, il nous reste une petite demi-heure pour réseauter un petit peu et puis manger parce qu'il reste encore pas mal de choses. Donc merci à toutes et tous.